Bien, on va, si vous voulez bien, on va reprendre donc la troisième partie, donc troisième et avant-dernière partie de l'halachot relative à la kashérisation donc de Pessah. Dans un premier temps, on va voir la kashérisation d'ustensiles qui sont faits par exemple en bois ou en pierre ou bien en plastique. Alors toujours pareil, je rappelle le grand principe qu'on a déjà répété plusieurs fois, c'est que quand on parle de kashérisation d'un ustensile quel qu'il soit, c'est forcément qu'il y a eu contact avec le hametz à chaud. Parce que s'il y a eu contact uniquement à froid, si cet ustensile n'a servi que à contenir du hametz, mais uniquement quand il était froid, on a déjà répété plusieurs fois qu'il n'y a absolument pas besoin de kashérisation, il suffit de le nettoyer et les kasher le Pessah. Donc quand on parle ici d'ustensiles, quand on va parler dans quelques instants d'ustensiles en bois ou en pierre ou en plastique, bien entendu on parle d'ustensiles qui ont été au contact à chaud avec le hametz et on va voir dans quelle mesure c'est oui ou non kashérisable. Le Shulchan Aruch nous dit, toujours dans notre chapitre 451, Tavnun Aleph Saif Het, paragraphe 8, il nous dit Ehad keli etz, ve'ehad keli even, ve'ehad keli matechet, dinam la'achshiram be'aga'ala, haga v'chen keli etzem tzrichim aga'ala. Maran Shulchan Aruch nous dit ici que des ustensiles en bois, ou des ustensiles en pierre, ou des ustensiles en métal, eh bien, leur statut est, si on veut les kashériser pour Pessah, leur kashérisation est là, à Ga'ala, l'immersion dans de l'eau qui est arrivée à ébullition et qui est encore sur le feu. Ça veut dire que, je crois qu'on a déjà dit clairement, concernant déjà les ustensiles en bois, il dit clairement ici que si on a des ustensiles en bois qui ont contenu du hametz à chaud pendant le reste de l'année, on peut le kashériser par immersion dans la Ga'ala. Bien entendu, le Shulchan Aruch n'est pas en mesure de nous parler de plastique, puisqu'à l'époque du Shulchan Aruch, le plastique n'existait pas encore au XVIe siècle. Le plastique a été découvert un peu plus tard, donc le Shulchan Aruch n'est pas en mesure de nous donner un psak halakha là-dessus. Il va falloir chercher dans les poskim, dans les aharonim, dans les décisionnaires ultérieurs au Shulchan Aruch. Par exemple, le Gaon, auteur du Shut Helkat Yaakov, Helek Bet Siman Kuf Samech Gimel, il dit la chose suivante. Kelim, Helkat Yaakov est un contemporain. Kelim ana'asim min naylon, בכלית ופלסטיק שהם עשויים מפחמים ועל ידי אמצעים כימיים מתאחדים ונדבקים ונעשים מקשה אחת ומהם נעשים הכלים דינם כדין כלי עץ ואבן שהכשרם על ידי הגעלה. Le Helkat Yaakov nous dit clairement, il nous dit que des ustensiles qui sont faits de nylon ou de bakélite ou de plastique, qui sont des matières obtenues par un processus chimique, en fait ce sont des charbons, à la base du charbon, et par des moyens, des procédés chimiques, et on arrive à les unir en une seule entité, eh bien, il dit clairement que leur statut de kashérisation est exactement le même que les ustensiles en bois ou en pierre cités par le Shulchan Aruch, et sur lesquels le Shulchan Aruch a dit clairement que leur kashérisation est l'immersion dans la Ga'ala. Alors il dit le Helkat Yaakov sur les ustensiles en plastique ou en nylon, c'est exactement la même chose. Il dit le Helkat Yaakov dans les ustensiles en plastique qu'on veut kashériser, s'ils ont contenu du hametz à chaud pendant toute l'année, on veut les kashériser pour les utiliser à Pessah, on les immerge dans la Ga'ala. Tel est également l'avis du Tzitz Eliezer, Eliezer Waldenberg, dans le Tzitz Eliezer Helek Dalet, c'est Manvav. Il dit exactement la même chose. Telle est également l'opinion du Gaon, auteur du Shalom Tshuvot, série des Esh, Helek Bet, Siman Kuf Samech, qui dit également la même chose. Et telle était également l'opinion de notre maître, le Rav Ovadia Yosef Zechasadeh Kadosh V'Racha, dans Hazon Ovadia Pesach, édition Tafshin Samech Gimel, édition 5763, page 151. Il nous dit clairement que les ustensiles en plastique ou en nylon sont kashérisables par la Ga'ala. Et il approuve donc l'opinion des poskim cités précédemment, tout ceci par opposition à l'opinion du Gaon, auteur du Shut Kinyan Torah, Rabbi Avraham Horowitz, al Shalom, qui lui est mahmir sur la chose. Le Kinyan Torah, lui, il se montre plus rigoureux sur la chose, sur les ustensiles en plastique en nylon, il est plus rigoureux, mais la halakha, elle a été fixée comme les poskim qu'on a cités précédemment. Donc, si on a un ustensile en plastique, ou en nylon, ou en bois, eh bien, ou en pierre, alors, encore une fois, s'il a servi exclusivement à contenir du hametz à froid, pas besoin de kashérisation, un nettoyage minutieux suffit.
Et par contre, si cet ustensile, dans ces matières citées, a servi à contenir du Hametz à chaud, eh bien là, dans ce cas-là, si on veut s'en servir à Pessah, il faudra le cachériser par immersion dans la gale. Qu'en est-il également? De là en découle le din également pour une étoile cirée. L'étoile cirée, c'est du nylon, du plastique, ouais, c'est des choses comme ça. Eh bien, une toile cirée, c'est pareil, il suffit de la laver avec de l'eau très chaude, de l'ébouillanter avec de verser de l'eau bouillante dessus, et elle est cachère le Pessah, puisqu'elle aussi c'est du plastique, c'est exactement la même chose. Mais attention, une toile cirée n'est cachérisable que si elle est en parfait état. Si elle a des fentes, elle est abîmée, elle est usée, des choses comme ça, il faut savoir que ce n'est pas cachérisable du tout, quelle que soit la matière. Un ustensile qui n'est pas en parfait état, qui n'a pas de fente ou des choses comme ça, n'est pas cachérisable. En tout cas, la gala ne fonctionne pas sur ce genre de kélim. Il faut faire très attention à ça. Très bien. Maintenant, nous allons voir la cachérisation de la table sur laquelle nous mangeons. La table sur laquelle nous mangeons. Et d'abord, dans un premier temps, il y a deux possibilités, on va dire. Il y a par exemple une table sur laquelle on mange à même la table directement, sans nappe, sans toile cirée, sans rien. Imaginons qu'on a une table, toute l'année, on mange dessus, on ne met pas de nappe. Par exemple, les tables de cuisine, généralement, table de cuisine, on ne met pas forcément de nappe. Bon, il y en a qui mettent des trucs en plastique, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, comme moi par exemple, la table de la cuisine, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien du tout. On mange à même la table directement. Eh bien, dans ce cas-là, la cachérisation de cette table, nous allons la voir tout de suite, dans quelques instants, par rapport à ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Mais, je vous dis déjà tout de suite, que si maintenant on a une table, comme par exemple généralement la table de la salle à manger, généralement, quand c'est des tables un petit peu de plus grande qualité, qui sont un petit peu plus jolies, plus esthétiques, etc., généralement on en prend soin, et généralement on les recouvre systématiquement d'une nappe ou d'une toile cirée ou quelque chose. On ne mange jamais directement, quand il s'agit d'une belle table, on ne mange jamais directement dessus, on met toujours quelque chose. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de cachériser la table. Il suffit de changer, pour Pessah, il suffit de changer de nappe, ou de toile cirée, ou d'autre chose. Il suffit de mettre un moyen de couverture spécialement pour Pessah, et ça suffit. Nous, ce qu'on va parler maintenant, c'est les tables sur lesquelles on mange directement. C'est une table sur laquelle on mange directement. Que dit le Shulchan Aruch? Toujours au Siman Tavun Aleph, au Saïf Chaf. Que dit le Shulchan Aruch? Il dit השולחנות והתיבות שמצניעים בהם אוכלים כל השנה רגילים לערות עליהם רותחים לפי שלפעמים נשפך מרק מן הקדרה לתוכן. Maran dit des tables sur lesquelles on a l'usage de manger pendant toute l'année. Regardez que dit du Shulchan Aruch. Quel est le procédé de cachérisation donc, de cette table sur laquelle, je répète, on mange à même la table, sans nappe, sans rien, toute l'année? Quel est le procédé de cachérisation? Que dit le Shulchan Aruch? Regilim. Nous avons l'habitude, nous avons l'usage, les arot alehem rotahim, de déverser sur ces tables de l'eau bouillante, car parfois, il arrive, dit le Shulchan Aruch, car parfois il arrive que lorsqu'on amène la marmite à table, eh bien, parfois, un petit peu du contenu de la marmite peut se renverser sur la table, et donc la table, elle a absorbé donc, du hametz. Donc il dit, cachérisation, on déverse de l'eau chaude sur cette table. J'attire votre attention sur, on va dire, un premier point pour l'instant. Le Shulchan Aruch a dit rigilim. Le Shulchan Aruch a dit, on a l'usage de verser de l'eau bouillante sur cette table. Il n'a pas apporté ça dans des termes tranchés et obligatoires et décisifs. Il n'a pas employé un langage décisif. Il n'a pas dit voilà la halakha, voilà, on doit, tsarich, il faut. Il n'a pas dit. Il a dit regilim. Regilim leharot alem rotahim. On a l'habitude, on a l'usage de déverser de l'eau bouillante sur cette table sur laquelle on mange directement et pendant toute l'année. Et bien ce langage n'est pas pour rien, n'est pas anodin. Si le Shulchan Aruch a utilisé ce terme, et on va dire un peu plus léger,
que de coutume, eh bien, c'est pas anodin. Pourquoi? Le Kaf HaChaim, Saïf Katan Resh Lamed Gimel, sur place, justement, il fait cette remarque. Il dit ici, le Shulchan Aruch, il a dit Regilim. On a l'usage, on a l'habitude de déverser de l'eau bouillante, de déverser de l'eau chaude sur cette table. Et il en déduit le Kaf HaChaim. Mashma, que c'est pas un din. Mashma, que c'est pas un din. Si par exemple on craint, par exemple, imaginez que cette table, on mange, c'est vrai qu'on mange dessus toute l'année directement sans nappe, mais imaginez que c'est quand même une belle table en bois, et tu vas mettre de l'eau bouillante dessus, elle est morte, tu vas la jeter. La personne, elle craint, qu'en la cachérisant par ce procédé, elle va l'esquinter. Eh bien, il dit le Kaf HaChaim, il y a d'autres poskim qui le disent encore, ils disent que ce qu'il a dit, le Shulchan Aruch, c'est qu'une humra, c'est pas un din. Ce qu'il a dit, Regilim, on a l'habitude de mettre l'eau bouillante. Ah, quelle est l'habitude? C'est moutar ou c'est assaut? C'est un chiyuv ou c'est pas un chiyuv? C'est une obligation ou c'est pas une obligation? Le Kaf HaChaim, il dit qu'il faut en déduire que c'est qu'une humra, que c'est juste une rigueur supplémentaire, et il le prouve. Il dit parce que, raisonnons, même si tu manges sur cette table, à même la table directement pendant toute l'année, qu'est-ce que tu amènes sur la table? Généralement, on n'amène pas les marmites, on n'amène pas le klirichon sur la table. Généralement, on n'amène pas la marmite qui a cuit l'aliment. On n'amène pas ça. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On amène avec des plats, on va chercher de la marmite, on verse le contenu du klirichon, donc de la marmite, on verse dans des plats en inox, qui sont donc klisheni, et ces klisheni là, on les amène à table. Donc maximum. Même s'il y a eu un débordement quand tu as amené sur la table, même s'il y a eu de la nourriture hametz qui a débordé et qui s'est renversé un petit peu sur la table, c'est sorti d'où? Pas de klirichon. Klisheni. C'est pas sorti de la marmite qui a cuit l'aliment. Parce que vous savez que dans les Chod Bichoul, dans les Chod Pesach, on a les kelim. Keli numéro 1, c'est le keli, klirichon, c'est le keli qui a cuit l'aliment sur le feu. Klisheni, c'est le keli, l'ustensile dans lequel on a déversé le contenu alimentaire du klirichon, et ainsi de suite, klishlishi, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que chaque fois, l'intensité de chaleur, la capacité à cuire et à absorber, etc., elle diminue chaque fois qu'on transvide. Eh bien, il dit le Kaf HaChaim, même si, qu'est-ce que tu as amené sur la table? Tu n'as pas amené le klirichon, tu as amené un klisheni, tu as amené un plat en inox dans lequel tu as mis les pâtes. Ouais, les pâtes, tu les as mis dedans, tu les as amenées à table. Même s'il y a eu du jus, des pâtes ou quelque chose qui s'est déversé sur la table, ce n'est qu'un déversement d'un klisheni. Or, un déversement d'un klisheni n'a pas la capacité de s'absorber dans une table. Donc, maximum, il s'est passé ça. De toute façon, le goût hametz n'a pas eu une importance significative pour s'imprégner dans la table à ce moment-là. Si ça venait du klirichon qui a cuit l'aliment et qui est encore chaud, peut-être. Mais là, la plupart du temps, c'est klisheni qu'on amène à table. Des fois même klishlishi, des fois. Ouais. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas. En réalité, le Kaf HaChaim, c'est pour ça que c'est une humra. C'est une humra de verser de l'eau bouillante sur la table, mais ce n'est pas quelque chose de totalement obligatoire. Et donc c'est la raison pour laquelle il dit, si on craint qu'en déversant de l'eau bouillante sur la table, on va l'esquinter, on va l'abîmer, on va la détériorer, alors il suffit, dit le Kaf HaChaim, il suffit de recouvrir cette table pendant Pessah avec une nappe spéciale Pessah, avec un poil ciré spécial Pessah, ce qu'on veut. Et même si on a mangé à même la table durant toute l'année, du moment qu'à Pessah elle est recouverte, ça suffit amplement. Comme ça tranche également le Gaon, Rabbi Yitzhak ben Walid, dans ses vers Shemo Yosef. Rabbi Yosef ben Walid, pardon, dans ses vers Shemo Yosef, Siman Resh Memchet. Comme ça tranche également le Gaon, auteur du Shelot Tshuvot Pe'ulat Tzadik, Rabbi Yahya Salah, de Chachmei Teman, un des Chachamim, des Géonim du Yémen. Comme ça, il tranche également le Chelik Aleph, Siman Kuf Ayin Bet. Donc, à la Khalé Ma'aseh, comme on a dit, si la table toute l'année, jamais je mange directement à même la table, je mange toujours avec une nappe toute l'année. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de cachérisation besoin, on change juste la nappe, les zéro. Si maintenant je mange directement sur la table pendant toute l'année, alors il y a une khumra du Shulchan Aruch, il y a une rigueur non obligatoire apparemment du Shulchan Aruch de déverser de l'eau chaude sur cette table. Si on craint qu'elle va se détériorer, alors il suffit amplement de la recouvrir avec une nappe spéciale pour Pessah et c'est suffisant. Parlons également de la machine à hacher la viande. Vous savez que la machine à hacher la viande, vous allez me dire, bon, si on met de la viande dedans, quel problème de cachérisation? Le problème, c'est que souvent, on mélange avec la viande, on mélange des croutons, des croutons de pain, des choses comme ça. Et alors vous allez me dire, bon, et alors, et après? C'est à froid.
C'est faux. La machine, quand elle tourne, elle chauffe. Elle chauffe, il y a une certaine chaleur qui arrive. D'ailleurs, faites l'expérience. Une fois que vous avez fini d'utiliser, dès que vous l'avez arrêté, mettez la main là-bas dedans sur le truc, vous allez voir que c'est chaud. Alors, dès l'instant où c'est chaud, il y a absorption, il y a bli'a. Donc c'est la raison pour laquelle la machine à viande, elle nécessite une cachérisation qui consiste en quoi? D'abord, il faut démonter tout ce qui est démontable dans la machine. Il faut démonter, il faut nettoyer correctement toutes les parties. Et la partie métallique, qui est la partie principale de la machine, il faudra l'immerger dans la ga'ala. Il faudra l'immerger dans la ga'ala pour qu'elle soit utilisable pendant Pessah. Et très bien. Parlons maintenant de l'évier, l'évier de la cuisine. Alors attention, l'évier de la cuisine, rappelez-vous dans les shiurim précédents, on avait dit, d'ailleurs le shiur précédent, la semaine dernière d'ailleurs je crois, on a dit que il y a une matière d'ustensiles qu'on appelle kli heres, les ustensiles en terre, et par extension on avait inclus la porcelaine. La semaine dernière on a dit ça, ustensiles en terre et donc par extension la porcelaine. Si ils ont contenu ou ils ont été en contact avec du chametz à chaud, ils ne sont pas cachérisables, ce qu'on a dit. Ouais. Alors maintenant, d'où est venue justement l'interrogation concernant un évier qui serait en grès, qui est apparenté justement donc à la terre. S'il existe, est-ce qu'il y a un mode de cachérisation ou pas? On va en parler tout de suite. Alors, il est vrai que concernant les kélim, les ustensiles eux-mêmes, lorsqu'ils sont en grès, en terre, en porcelaine, et qu'ils ont été en contact à chaud avec le chametz, ça, c'est verrouillé, on ne peut rien faire. On a dit que ce n'est pas cachérisable. Ok, c'est vrai pour les kélim, c'est vrai pour les ustensiles. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai pour l'évier, qui est en grès. Ce n'est pas tout à fait vrai, et pour diverses raisons. Première raison, premier argument, l'évier, même s'il est en grès, dans les halachot de cachérisation, on a un grand principe qui s'appelle Olchim Ahar Rov Tashmisho Shel Keli. Ce principe, c'est quoi? C'est que pour définir le mode de cachérisation de quelque chose, on se fie principalement à l'utilisation majeure de l'ustensile à cachériser. Or, lorsqu'on lave la vaisselle dans un évier, quel qu'il soit, en grès ou en inox ou n'importe quoi, lorsqu'on lave de la vaisselle en général, on lave la vaisselle à une température, même si on utilise l'eau chaude, on lave la vaisselle à une température qui n'est pas Yad Soledetbo. Preuve en est, Yad Soledetbo, traduction littérale, c'est la main se retire tellement que c'est chaud. Donc, preuve en est que ça n'atteint pas cette température, c'est environ 45 degrés à peu près. C'est sûr qu'on ne lave pas la vaisselle à cette température-là. Parce que si c'était le cas, on ne pourrait même pas laver la vaisselle. On ne pourrait même pas mettre les mains sous l'eau. Donc c'est sûr que ce n'est pas Yad Soledetbo. Donc premier argument, ce n'est pas Yad Soledetbo. Ce n'est pas la température de Yad Soledetbo. Donc même si j'ai lavé ma vaisselle chametz toute l'année dans un évier en grès, du fait que de toutes les façons, premier argument, je ne lave pas la vaisselle à une température de Yad Soledetbo, si ce n'est pas à cette température, il ne peut pas y avoir de bli'a. Il ne peut pas y avoir d'absorption. Parce que l'absorption d'un goût alimentaire ne peut se faire qu'à partir de Yad Soledetbo. Si c'est en dessous Yad Soledetbo, si c'est en dessous cette température, c'est physique. Il ne peut pas y avoir, c'est pas assez fort pour qu'il y ait une absorption. Donc même si j'ai lavé ma vaisselle de chametz toute l'année, les plats de pâtes et les casseroles de pâtes, etc., dans mon évier en grès, de toutes les façons, il n'a pas pu absorber le goût, parce que là-bas, j'utilise pas la température de Yad Soledetbo. C'est le premier argument. Mais il y en a deux autres. Il y a un deuxième argument, c'est Irouy mikli rishon ki kli sheni. Il y a mahloket aposkim, très grosse mahloket rishonim, très grosse mahloket, très grosse divergence d'opinion dans le Chod Shabbat déjà, dans le Chod Shabbat et aussi dans le Chod Pesach. Il y a une grosse discussion parmi les décisionnaires médiévaux et rishonim. Qu'est-ce qui se passe? On a regardé, tout à l'heure je vous ai dit, on a dans nos kelim, kli rishon, kli sheni, kli shlishi, ouais, aussi bien dans Shabbat, aussi bien dans Pesach, on a Kli Rishon, c'est quoi? C'est l'ustensile qui est sur le feu, qui cuit l'aliment.
Kli sheni, c'est l'ustensile dans lequel tu transvides l'aliment une première fois. Et kli shlishi, c'est l'ustensile dans lequel tu transvides une troisième fois, voire plus, enfin bref. En tout cas, on en a trois principaux. Et j'ai dit tout à l'heure déjà que chaque fois qu'on passe d'un keli à l'autre, on descend d'intensité de chaleur, d'intensité de cuisson, d'intensité d'absorption. On descend, chaque fois qu'on passe d'un keli à l'autre, qu'on descend du rishon à sheni, de sheni à shlishi, eh bien on descend en intensité. Il y a une marloquette. Quelle est la capacité de cuisson, d'absorption, d'un déversement d'un kli rishon vers un kli sheni? Ça veut dire maintenant, l'aliment ou le liquide, peu importe, il a cuit dans le kli rishon. Maintenant, le kli rishon, il a une capacité de bichou. C'est la plus haute capacité, la capacité de cuisson. Donc c'est cuisson, c'est absorption, c'est tout. C'est kli rishon, tout ce que tu fais cuire dedans, c'est la plus haute intensité qui existe. Maintenant, ok, je déverse cet aliment qui vient de cuire dans le kli rishon, je le déverse dans le kli sheni. Est-ce que le fait qu'il quitte, maintenant, à présent, l'aliment quitte le kli rishon, avec toute la chaleur du kli rishon, avec toute l'intensité du kli rishon, il la quitte pour aller vers le kli sheni. Est-ce que maintenant, lorsqu'il arrive dans le kli sheni, est-ce que l'aliment garde la capacité et l'intensité du kli rishon, ou bien non, puisqu'il arrive dans le kli sheni, il prend la capacité et l'intensité du kli sheni qui est donc inférieure. C'est le marloquet. Certains rishonim pensent que Eirouim kli rishon qui kli rishon, que le déversement du contenu d'un kli rishon reste encore aussi intense que lorsqu'il est dans le kli rishon. Et il y a d'autres poskim qui pensent que non. Dès l'instant où le contenu d'un kli rishon est déversé dans un kli sheni, il perd en capacité, en intensité de chaleur, il prend la capacité et l'intensité du kli sheni qui est inférieure à celui du kli rishon. Il y a beaucoup de poskim qui pensent comme le deuxième avis que je viens de dire. Et donc dans notre évier, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans cet évier? Tu as déversé le jus des pâtes, l'eau des pâtes, ou je ne sais quoi, le hametz. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déversé le contenu d'un kli rishon vers un kli sheni. Or, d'après beaucoup de rishonim, que je viens de citer, que je viens de dire, d'après l'opinion de beaucoup de rishonim, le déversement d'un kli rishon, il perd en intensité lorsqu'il passe en kli sheni. Et kli sheni, il n'est pas mavachel. Un kli sheni n'a pas une capacité de cuire, donc ça n'a pas une capacité d'absorption en lui. D'accord? Donc, ce qui donnerait que pour l'évier, même s'il est en grès, quand bien même j'ai déversé là-bas l'eau des pâtes ou quoi que ce soit toute l'année, eh bien, ça n'a pas pu être absorbé dans les parois de l'évier. Ouais. Mais en tant que ça fait comme ça, il n'y a pas... Attends, mais c'est pas fini, il y a un troisième. Et après, on les met de Saref, les trois pour obtenir le héter. Il y a un troisième. Donc le premier, c'était quoi le premier? Le premier, c'est l'eau. C'est l'intensité de chaleur de l'eau avec laquelle je fais la vaisselle. C'est pas ça, c'est pas Yad Soledet, donc il n'y a pas d'absorption. Deuxième argument, tu déverses dans l'évier, tu déverses le contenu d'un kli rishon, et il rouille mes kli rishon qui kli sheni, pas que kli rishon. C'est pas la première fois qu'il y a kli rishon, kli sheni. Non, encore une fois, c'est un tsirouf. Encore une fois, ici, c'est une addition d'arguments. Pris un par un, les arguments ne suffisent pas. C'est la réunion des trois arguments qu'on est en train de faire qui obtient un psak halakha de héter, qui obtient une décision halachique de héter. C'est en addition, bien sûr que pris à part, ça ne suffit pas. Donc, ici on a deux déjà. Maintenant on a un troisième. On a un troisième argument. Quand je fais la vaisselle dans un évier, généralement j'utilise des détergents, des produits de vaisselle. J'utilise des produits de vaisselle. Or, si j'ai utilisé des produits de vaisselle en lavant la vaisselle, quand bien même ça aurait absorbé, il a absorbé quoi l'évier? Il a absorbé un ta'am pagoum. Il a absorbé un goût alimentaire détérioré. Puisque quand je mélange le liquide vaisselle avec les résidus qu'il y a dans la vaisselle que je lave, tous ces résidus-là, ils prennent un ta'am pagoum, ils prennent un goût détérioré. Or, j'ai dit déjà, il y a 15 jours déjà, j'ai dit que l'identité d'un interdit alimentaire, c'est son goût. S'il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'interdit alimentaire. Donc ici, c'est pareil. Si l'évier a absorbé, quand bien même il aurait absorbé, si on occulte les deux premiers arguments, et on dit non, oui, il a absorbé. Il a absorbé quoi? Tambagoum. Il a absorbé un goût alimentaire détérioré. Goût alimentaire détérioré est égal à pas d'interdit alimentaire du tout. Donc, voilà la réunion de ces trois arguments qui nous amènent à un psak halakha, à une décision halachique très claire, que même si l'évier est en grès, il est cachérisable à Pessah. Comment il est cachérisable à Pessah?
Alors bien sûr, comme n'importe quelle autre chose à cachériser. D'abord, premièrement, il faut le nettoyer de fond en comble, comme il faut, toutes les surfaces de l'évier, il faut astiquer, frotter avec des produits, et correctement et très minutieusement l'évier. Ensuite, il ne faut pas s'en servir pendant 24 heures, parce que ça ajoute encore ta'am pagoum. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit déjà dans les autres semaines, j'ai dit que tout ustensile qui n'a pas servi pendant 24 heures, pendant au moins 24 heures, le goût alimentaire imprégné dans ses parois, il est nifgam, il est détérioré. Donc on ajoute aussi un cran de plus, un cran de sécurité de plus dans notre procédé de cachérisation. Et ensuite, au bout de 24 heures de non-utilisation, il suffira de faire chauffer de l'eau avec par exemple un concombre électrique, ou une casserole, n'importe. On fait chauffer de l'eau jusqu'à ébullition. Et une fois que ça arrive à ébullition, on déverse. Alors bien sûr, ça ne va pas suffire, on va le faire en plusieurs fois parce que un évier c'est quand même grand. On va le faire en plusieurs fois, en plusieurs parties. On déverse de l'eau bouillante sur la totalité des surfaces de l'évier et il est caché à l'épaisse. Et ça c'est valable aussi bien pour un évier en grès et a fortiori pour un évier en inox. Question. Oui. Tout à l'heure on a parlé du hachoir. On a dit que c'est un problème. Mais est-ce que quand il chauffe, est-ce qu'il a vraiment une beau par rapport à Oui. ça? Ouais. C'est sûr. Ouais. Parce que pendant que tu mets, pendant qu'il chauffe, pendant qu'il tourne, si à ce moment-là tu mettais la main, tu ne pourrais pas la laisser. C'est sûr que c'est ça. Très bien. On va voir maintenant la cachérisation d'un four. Et là aussi, vous allez voir que tout n'est pas perdu. La cachérisation d'un four. Le débat est tous les ans depuis, on va dire, je ne sais pas, peut-être 20 ans, peut-être ça fait 20 ans que je donne des shiurim, je ne sais pas combien. Eh bien, tous les ans, le même débat arrive à Pessah. Est-ce que tous les fours sont cachérisables? Est-ce que seuls les pyrolyses sont cachérisables? Eh bien, on va répéter pour la énième fois les choses. On va voir maintenant, dans quelques instants, que même un four qui n'est pas, puisque la question se pose pour cette catégorie de four, un four qui n'est pas à pyrolyse, un four ordinaire, normal, four électrique ordinaire, ou four à gaz de mon arrière-grand-mère des années 50, ouais. Un four qui n'est pas à pyrolyse, est-il cachérisable ou pas? Là aussi, on va utiliser plusieurs arguments pour essayer d'aboutir à un psak halakha de héter. D'abord, on a déjà dit, je crois, la semaine dernière, on a déjà apporté l'opinion de certains rishonim. Et d'ailleurs, j'ai précisé que la halakha n'était pas comme ces rishonim là sur ce point, mais leur argument va être, comme tout à l'heure, il va être additionné à d'autres arguments et qui vont nous faire aboutir vers un héter, vers une autorisation. Il y a beaucoup de rishonim qui pensent que le hametz, lorsque il est absorbé dans un kéli durant toute l'année, quand je fais mes pâtes au mois de décembre, dans ma casserole, au mois de décembre, les pâtes, le hametz, il est permis ou interdit? Il est permis. De ce fait, il y a beaucoup de rishonim qui pensent que le hametz, il s'appelle heter abala, que le hametz, il s'appelle absorption d'un aliment autorisé. Pourquoi autorisé? Parce qu'au moment où le kéli a absorbé le goût de cet aliment, l'aliment était autorisé. Lorsque je fais cuire du hametz durant toute l'année dans mes casseroles et mes marmites, à ce moment-là, le hametz est autorisé. Donc, c'est pour ce qu'ils me disent, puisque le hametz n'est pas comme du porc, shalom, ça veut dire, en gravité, le hametz c'est le plus grave que le porc, on l'a déjà dit. Mais dans la durée de l'interdit, le hametz n'est pas un interdit et n'est pas un interdit pour tout le temps. N'est pas un interdit définitif. Le hametz est interdit 7 jours dans l'année, 8 jours dans l'année. Alors que les autres interdits alimentaires de la Torah sont interdits les al-mi'ad, à tout jamais. Ouais. Alors, étant donné que le hametz, lorsqu'il est absorbé dans des parois, le goût hametz, lorsqu'il est absorbé dans les parois d'un ustensile pendant toute l'année, à ce moment-là, au moment où il est absorbé, il est encore considéré comme autorisé. De ce fait, il y a beaucoup de décisionnaires médiévaux qui en tirent une halakha. Il dit hametz heter abala. Qu'est-ce que ça veut dire hametz heter abala? Hametz qui a été absorbé par un ustensile, c'est un heter qui a été absorbé. C'est pas un issour qui a été absorbé. Et ça nous donne quoi d'après eux? La halakha n'est pas comme ça encore une fois, mais je cite quand même leur opinion. D'après eux, ça voudrait dire qu'il n'y aurait jamais besoin de l'iboun. Si, il y aurait besoin que juste d'aga'ala.
Parce que dans la ga'ala et l'iboun, dans les deux modes de cachérisation, dans l'immersion à l'eau bouillante et le passage à la flamme jusqu'à rougissement, quel est le plus rigoureux? C'est le l'iboun. C'est le liboun qui est rigoureux. Ouais, c'est celui qui demande d'ailleurs le plus d'efforts. Ouais, c'est le liboun qui est rigoureux. La ga'ala, c'est relativement facile, entre guillemets. C'est pas un gros cassement de tête. Mais tandis que le liboun, c'est quand même hamour, c'est quand même rigoureux. Eh bien, eux, ces rishonim là qui pensent qu'étant donné qu'au moment où l'ustensile a absorbé le goût hametz des pâtes, par exemple, le hametz était à ce moment-là permis, il dira pour tous les ustensiles, tout type d'ustensiles, même les broches, même les grilles, etc., même du hametz qui était au contact direct avec l'ustensile, comme une grillade par exemple de pain, de choses comme ça, eh bien eux ils disent il n'y a pas besoin de liboun. Aga'ala, et terabala. La halakha n'est pas comme ça. Maram Shulchan Aruch il ne tranche pas comme ça. Maram Shulchan Aruch là-bas il tranche comme les autres parce que les autres ils disent non. Hametz chez moi alav. Le hametz il a sa réputation rigoureuse qui le précède. On a dit déjà que le hametz c'est l'interdit alimentaire le plus gravissime de toute la Torah. C'est plus grave de manger du hametz à Pessah que de manger du porc pendant n'importe quand dans l'année. D'accord? Donc, Maram Shulchan Aruch dit non, le hametz Shmo alav, il a sa rigoureuse réputation qui le précède, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit d'aga'ala, on fait aga'ala, lorsqu'il s'agit de liboun, il faut être mahmir, on fait liboun. Très bien. La halakha, elle est comme ça. Prenons quand même en considération l'opinion de ces poskim qui disent que hametz c'est terabala, que ces poskim comme qui la halakha n'est pas d'ailleurs, comme j'ai dit, qui disent que hametz, étant donné qu'au moment où il est absorbé, il est permis, alors il n'y a pas besoin d'être mahmir. Donc, si on prend maintenant, on prend leur argument, on l'amène dans le four maintenant. Histoire du four. Mon four, il n'est pas pyrolyse. Il ne monte pas, je ne sais pas, 400 degrés, 500 degrés, je ne sais pas combien il monte. Il ne monte pas. Ils vont te dire quoi? Ces rishonim là, ils vont te dire quoi? Je vais te dire, Habibi, il n'y a pas besoin. Et terabala, pas besoin de mahmir comme ça. Et d'ailleurs, la preuve, on va donner une preuve qui va dans ce sens. On va laisser de côté les halakhot de Pessah pendant quelques minutes. On va voyager dans Ilchot Yom Tov. Dans Ilchot Yom Tov, Siman Tav Kuftet, chapitre 509. Saïf, He, paragraphe 5. Le Shulchan Aruch là-bas envisage un cas qui peut arriver pendant un jour de Yom Tov. N'importe quel Yom Tov, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzer, Rosh Hashanah. Un Yom Tov, qui n'est pas Shabbat bien sûr. Un Yom Tov. Il dit, Mutar le laben be Yom Tov, keli barzel she'afu bo peladon shel gevina, ואחר הליבון יאפו בו פשטידה של בשר. והוא שכשיתלבן, ייתנו אותו על המאכל מיד. אבל אם הוא בלוע מנבלה וכיוצא בה, אסור ללבנו אפילו לאפות בו דבר יותר. Shulchan Aruch dit un cas. On est Yom Tov. On est Yom Tov, et on est le matin de Yom Tov. Et vous savez que Yom Tov, c'est une mitzvah de manger de la viande. Et la plus belle serouda de Yom Tov, c'est des grillades. De la viande grillée. C'est le plus grand kavod, le plus grand simcha de Yom Tov, avec une belle bouteille de rosé. Croyez-moi, c'est vraiment le top du Yom Tov. Alors maintenant, non, avec la grillade, rosé glacé. Alors maintenant, quelqu'un maintenant, c'est comme ça, rosé glacé. Non, la grillade, c'est rosé glacé, je te dis. Bon, bref, croisons un connaisseur. Alors, imaginons qu'on est le matin du Yom Tov, et moi maintenant, j'ai le feu qui est allumé déjà, tout, il n'y a pas de problème, je ne vais pas allumer le feu, rien. Le feu, une fois qu'il est allumé, pendant Yom Tov, on peut l'utiliser, oui, très bien. Surtout pour cuisiner, pour faire à manger. Maintenant, mon feu, il est allumé, tout va bien, et je veux me taper un bon barbecue. Les merguez, les côtelettes, tout, j'ai préparé, et je cherche la grille viande. J'ai 2 grilles chez moi. J'ai une grille viande et une grille fromage. Et maintenant, je cherche ma grille viande pour faire ma grillade. Je cherche, je trouve pas. Je m'énerve sur Freha. Freha, là il a à la boucle, où c'est que tu as mis la grille viande? Et je dis, je sais pas, cherche, de Barsk. Je sais pas. Je cherche. Ouais, non, je trouve pas. Moi, je ne vais pas rester maintenant comme ça avec l'envie. Oh, je vais manger. Yom Tov, je vais manger la viande. Il dit comme ça. Il dit, c'est moutard, dans ce cas-là, écoutez bien, de prendre la grille fromage, bien sûr, avant de cuire la viande dessus, je prends la grille fromage, je la passe à la flamme, les boules, je la passe à la flamme,
je la passe à la flamme, et une fois qu'elle est chaude, elle est kshera, elle est plus fromage, et je fais cuire ma viande immédiatement dessus. Et après, il termine en disant, et on va expliquer avec le Mishnah Berurah, et après, il termine en disant, mais attention, tout ceci n'est valable qu'avec une grille fromage. Mais s'il s'agissait par exemple de la grille d'un goy, qui est absorbée par nevelot ou trefot, qui est absorbée par des goûts alimentaires interdits, ouais, du porc, des choses comme ça, là, je ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Je pourrais le faire la semaine, mais pas Yom Tov. Mishnah Berurah dit pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi la grille fromage, je peux la passer, les bounes, et ça y est, elle est plus fromage, elle est viande? Et pourquoi la grille de Christian le bon croyant, qui est absorbée du hilouf, ouais, de toute sa race entière, et je peux pas le faire pendant Yom Tov? Pourquoi une différence? Mishnah Berurah, il explique. Il dit, sur place, Saïf Katan Chavdalet, Mishnah Berurah, il explique sur place. Il dit, la viande, le fromage, est-ce que c'est un interdit de par lui-même? Non. Le fromage, quand est-ce qu'il est interdit? Quand tu le mélanges avec la viande. Mais le fromage tout seul et la viande tout seul, ce n'est pas des interdits alimentaires. Quand est-ce que c'est un interdit alimentaire? Ils sont mélangés. Très bien. Le hallouf, tout seul ou en compagnie, il est toujours interdit. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Lorsqu'il s'agit d'un interdit provisoire, le fromage, on va l'appeler interdit provisoire. Quand est-ce qu'il est interdit? Il est interdit quand il est en contact avec la viande. Donc ça s'appelle un interdit provisoire. Quand il s'agit d'un interdit provisoire, il suffit de procéder à un liboun kal, un liboun allégé, la version allégée du liboun, la version allégée du passage à la flamme, parce qu'il y a deux libouns, il y a deux modes de liboun. Il y a liboun kal et liboun gamour. Il y a liboun kal, la version allégée du liboun, la version allégée du passage à la flamme, c'est quoi? Tu le passes à la flamme, pas forcément jusqu'à rougissement, jusqu'à qu'il devienne très chaud, jusqu'à qu'il devienne bouillant. S'il devient bouillant, ça y est, ça s'appelle liboun kal. Et il y a liboun gamour, c'est le passage à la flamme jusqu'à qu'il devient rouge. D'accord? D'accord? Alors il dit comme ça, Mishnah Berurah, quand il s'agit d'interdits provisoires, comme du fromage, que maintenant cette grille, je veux la rendre viande, il suffit de la passer en liboun gamour, liboun kal. Il suffit de la passer en liboun allégé. Tu passes à la flamme jusqu'à qu'elle devienne bien chaude. Une fois qu'elle est chaude, ça marche. Par contre, lorsqu'il s'agit d'interdits permanents, comme nevelot ou trefot, là il faut liboun gamour. Et alors, nouvelle question. Pourquoi le liboun kal je peux le faire pendant Yom Tov et le liboun gamour je ne peux pas le faire pendant Yom Tov? Il dit, le liboun allégé, je peux le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est tellement léger, ça ne prend pas beaucoup de temps, et ce n'est pas un acte qui demande un effort énorme. Les gens qui vont me voir faire ça, ils vont juste dire, il est en train de chauffer sa grille pour qu'il puisse cuisiner. Mais s'il me voit faire un liboun gamour, s'il me voit faire un liboun total jusqu'à rougissement, les gens qui vont me voir faire ça, ils vont dire, ah, mais Taken, il est en train de réparer sa grille, ou là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Là c'est assourd, à cause de mehzé, comment ça va être vu. Très bien. Donc c'est la raison pour laquelle la grille fromage, pendant Yom Tov, que je veux la rendre viande, je peux la passer à la flamme, parce qu'il n'y a pas besoin de liboun gamour, il suffit un passage à la flamme allégé jusqu'à ce qu'il devienne très chaud, et ça suffit. Mais par contre, la grille d'un goy qui est absorbée par le nevelot ou trefot, et que là il faut liboun gamour, je n'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Très bien. Où on veut en venir avec ça? Vous voyez bien d'ici qu'un issou provisoire, comme le fromage, il suffit d'un liboun kal. Un issou provisoire comme du fromage, il suffit d'un liboun allégé. Le hametz, d'après l'opinion de ceux qui pensent que c'est terabala, liboun kal suffirait. D'après ceux qui pensent que hametz c'est un interdit qui a été absorbé à un moment donné où il n'était pas interdit, à un moment donné où il était permis, donc c'est comme le fromage, ça ne s'appelle pas un interdit permanent, c'est un interdit provisoire. Dans ce cas-là, liboun kal, dans un interdit provisoire, le liboun kal, le liboun allégé suffit. Alors eux ici vont te dire, tu n'as pas besoin de pyrolyse, pas besoin de liboun gamour, pyrolyse c'est liboun gamour. Ça c'est un argument de plus. Il y a un autre argument encore, et c'est encore une fois, c'est un tsirouf qu'on doit faire ici, c'est une addition de tous ces arguments pour arriver à l'aboutissement. Il y a un autre argument dans Yichot Basar Vehalav, dans Shulchan Aruch Yore De'a,
Siman et... Pardon, Siman Sadibet Saif Het. Chapitre 92, paragraphe 8. Dans les Khot Basar et Halav, dans les halachot de mélange de lait et de viande et de lait. Au chapitre 92 de Yoredé Alaba de Shulchan Aruch, et paragraphe 8, il y a un cas qui est rapporté. Et quel est ce cas? Mahavat shel halav, c'est la chambre de Maran. Mahavat shel halav, שנתנו בקירה תחת קדרה של בשר, הזיעה עולה ונבלע בקדרה ואוסרתה. Maran écrit, imaginons un cas où on a un four, les fours de l'époque, les fours du XVIe siècle, voire même avant, voire même Moyen-Âge. Imaginez les fours en pierre, là, comme ça. Imaginez-vous là-bas qu'il y a 2 étages. Dans ce four, il y a deux rangées comme ça. Et imaginons, en bas, on a mis une casserole avec du lait en train de cuire. Et en haut, dans le 2e étage, en haut, on a mis une marmite de viande en train de cuire. Il dit, le Shulchan Aruch, la vapeur du lait monte et s'introduit dans la marmite et la rend interdite. Tout est assourd. La marmite de viande devient assoura. Parce qu'il y a du lait et de la viande qui ont cuit en même temps dans un four, à 2 étages. La vapeur du lait qui est en train de cuire, elle monte, elle s'introduit dans la marmite en haut, et elle rend assour la viande de cette marmite. Très bien. De là, on apprend quoi? Zéa. On apprend que la vapeur alimentaire équivaut à l'aliment lui-même. C'est comme si que le lait il était monté et il est rentré dans la marmite de viande. La viande elle est assoura, la viande elle devient interdite. Eh bien, il dit, le Shulchan Aruch, même si ce n'est pas le lait lui-même, si c'est simplement la vapeur du lait qui est montée, c'est comme si le lait lui-même il s'est introduit. D'accord? Et attention, le Pri Hadash, sur place, il dit quelque chose de très intéressant. Sur place, dans Nagat Isur Veheter, Seder Bet, Ot Lamed Zayin, il dit, à partir d'un Rambam, le Pri Hadash ramène un Rambam dans Perek Zayin Melchot Tum'a Tum'at Ochalin, Halacha Dalet. Un Rambam qui dit quoi? Un Rambam duquel il en ressort quoi? Des davka ze'at mashkin kamohu, aval ochalin kemo helev amehutach, en ze'ato kamohu. Le Pri Hadash prouve à partir d'un Rambam que tout le problème, il est uniquement lorsqu'il s'agit de la vapeur d'un aliment liquide, comme le lait, dans notre cas. Mais s'il s'agit de la vapeur d'un aliment solide, la vapeur de l'aliment solide n'est pas comme l'aliment lui-même. Quand est-ce qu'on dit que la vapeur équivaut à l'aliment? C'est quand il s'agit d'un aliment en liquide, comme le lait. Mais s'il s'agit d'un aliment solide, comme par exemple de la graisse animale interdite, qui est cuit et qui dégage de la vapeur d'un aliment solide n'équivaut pas à l'aliment lui-même. D'accord? Comme ça, ils écrivent beaucoup de poskim, comme le Pri Hadash, Rabbi Shlomo Kluger, alav shalom, dans Shelot Utshuvot Tuv Ta'am Vada Telita'a, sauf Siman Kuf'ain Vav, il écrit également comme ça. Et alors ça nous donne quoi dans notre four qui n'est pas à pyrolyse? Dans notre four qui n'est pas à pyrolyse, ça nous donne la chose suivante. J'ai déjà dit la semaine dernière, non, je ne l'ai pas encore dit, je le dis maintenant. Dans le four, comment ça se passe dans un four? Je fais cuire toute l'année du pain, des gâteaux, des choses comme ça, oui? Hametz. À part le plateau ou la grille sur lequel sont posés le pain et les gâteaux, les autres parois du four ne sont pas en contact direct avec l'aliment. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui est en contact direct? Le plateau ou la grille. Donc ça, effectivement, le plateau, il faut le changer, parce que normalement, il faut le faire l'iboun gamour au plateau. Normalement, le plateau, il faut lui faire subir le mode de l'iboun total, passage à la flamme jusqu'à rougissement, et l'expérience a montré que les plateaux ne supportent pas ce traitement, après vous les jetez. Donc, il faut avoir des plateaux spécial Pesach. La grille aussi, paraît très bien. Maintenant, oublions les plateaux, oublions la grille. Eux, il faut les changer, il faut les cachériser, il faut les changer. Bon. Mais les parois du four ne sont pas en contact direct avec le Hametz. Tout au plus, qu'est-ce qu'ils réceptionnent du Hametz? La vapeur du Hametz, la vapeur du gâteau, la vapeur du pain.
C'est ça qu'ils reçoivent en eux, ces parois, en elles. C'est ça qu'ils reçoivent en elles. C'est uniquement la vapeur. Or, de quoi il s'agit là-bas? D'aliments solides, pas d'aliments liquides. Qu'est-ce qu'il dit le Pri Hadashon du Rambam? Il dit que lorsqu'il s'agit d'une vapeur d'un aliment solide, cette vapeur n'équivaut pas à l'aliment lui-même. C'est la raison pour laquelle c'est notre dernier argument. Pour dire qu'un four qui n'est pas à pyrolyse, il est oui cachérisable. D'abord, d'après ceux qui pensent être Rabala, donc ça veut dire les bounkal, ça suffirait largement d'après eux. D'abord aussi, par rapport à ce qu'on a dit maintenant, avec la vapeur. Étant donné qu'il s'agit de vapeur d'aliments solides, c'est pas comme l'aliment lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait? On peut procéder à ce qu'on appelle un liboun kal, un liboun allégé. La pyrolyse, ça veut dire liboun gamour. La pyrolyse, c'est liboun total. Alors maintenant, mon four, il n'est pas à pyrolyse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, il dit, très bien, liboun gamour, tu ne peux pas faire. Fais liboun kal. Liboun kal, c'est quoi? C'est tout simplement nettoyer d'abord, comme d'habitude, on nettoie les parois du four, on frotte avec les détergents, des capes four, des capes, ce que vous voulez, ouais. Tous ces trucs-là, le truc israélien, là, israélien, c'est magnifique, extraordinaire, le produit israélien, là, comment il s'appelle? Je ne sais pas comment il s'appelle. Un truc de fou furieux, c'est de la folie, tout tombe, tout part, c'est terrible, c'est extraordinaire. Mais par contre, il ne faut pas être à côté parce que... Voilà, exactement, je l'invite. Par contre, il ne faut pas être à côté parce que vous finissez d'urgence, je crois, Leicester. Ça rentre dans les poumons, bon bref. En tout cas... Ah non, tu restes à côté, je prends un malaise, moi. Mais donc, la première chose à faire, nettoyage de fond en comble des parois avec détergent, avec les produits, tout ce que vous voulez. Très bien. Ensuite, toujours pareil, non-utilisation pendant 24 heures. Oh, ok. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la non-utilisation pendant 24 heures ajoute dans le ta'am pagoum, ajoute dans l'argument de goût alimentaire introduit dans les parois détérioré. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut le faire tourner à vide. À la température maximale, pendant une petite heure, on va dire. 1 heure, c'est bien. Peut-être un peu moins, ça suffit, mais 1 heure, c'est bien. Pendant 1 heure, et ensuite, il est cachère, le Pessah. Les plateaux, normalement, les plateaux, c'est les boum gamour. Pourquoi? Parce que là, c'est contact direct, c'est pas de la vapeur, c'est contact direct. Dans ce cas-là, c'est les boum gamour, les boum total, c'est passage au chalumeau, et l'expérience a montré qu'ils ne tiennent pas le traitement, ne tiennent pas le choc. Il va d'abord avoir beaucoup de papier. Alors, il y en a qui recouvrent d'aluminium, il y en a qui recouvrent les plateaux, et les grilles d'aluminium. Je ne dis pas que c'est un procédé qui n'est pas valable, mais je ne l'ai jamais vu dans les psakim du Rav, et moi j'ai par habitude personnelle de ne jamais dire un psak halakha si le Rav il n'a pas tranché. Alors je ne dis pas certainement que c'est valable, moi personnellement je ne le dis pas. Toute l'année on s'est servi du papier sulfurisé. Ah, mais il faut changer. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Maintenant, on en prend que les... Toute l'année, tu l'as utilisé. Toute l'année, tu l'as utilisé comme ça, couvert. Jamais maintenant, on fait les choses. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que maintenant, il suffirait de changer le papier? Non, changer la plaque. Chaque fois. La plaque, elle n'a jamais eu contact direct. Ça, je sais pas. Mais ça absorbe quand même avec ce papier d'observation. Non, c'est possible que ça absorbe pas, c'est possible. Ça passe pas du tout. Je sais pas, je peux pas te répondre là-dessus, je sais pas. Bien. Encore 2 derniers points, oui. Ouais. Ouais. Fromage, non. Pourquoi on l'appelle les 24 heures reposées? Parce qu'il y a l'iboun. Dans l'iboun, il n'y a pas besoin de 24 heures. Là, on fait une khumra dans le four. On dit, laisse le 24 heures, c'est une khumra de plus qu'on fait. Parce qu'étant donné qu'on fait un sirouf de plein de choses, alors on dit, bon, laisse le 24 heures. Mais normalement, dans l'iboun gamour, il n'y a pas besoin de 24 heures. Mais c'était pas un liboun gamour pour la faire. Non, c'est un liboun calme. Dans l'iboun, généralement, il n'y a pas besoin de 24 heures. Il n'y a pas besoin de utiliser 24 heures. Le four, ici, on fait un peu moins liboun. oui, enfin liboun calme, c'est un vrai liboun, c'est un liboun calme qu'on fait. Ici, je t'ai dit, on rajoute la khumra de 24 heures pour prendre un peu plus de munitions dans notre éther. Pour que le éther, il soit vraiment... En fait, c'est pas un appel général pour le four. Voilà, exactement. Alors maintenant, 2 dernières choses. Un micro-ondes. Un micro-ondes, si on veut utiliser le micro-ondes à Pessah, on veut utiliser le micro-ondes de toute l'année, Kahametz, on veut utiliser à Pessah. Il est vrai que moi, d'ordinaire, je n'enseigne pas réellement de cachériser un micro-ondes à Pessah. Si on peut avoir un autre micro-ondes, si on peut ne pas l'utiliser du tout, c'est encore mieux. Mais il y a quand même un éther qui existe. Il ne faut pas en priver, on ne va pas priver les gens d'un éther, c'est assourd. C'est assourd de priver les gens d'un éther. Alors, il y a un éther qui existe. Il y a une autorisation qui existe, il y a un procédé autorisé qui existe. C'est d'abord, comme d'habitude, nettoyer d'abord donc, le micro-ondes comme il faut, la plaque, tout ce qu'il y a dedans, nettoyer correctement. Ensuite, il n'y a pas besoin de passer en serviette pendant le 4 ans, c'est pas la peine. Ensuite, on prend un verre,
un récipient, n'importe quoi, ce que vous voulez, un ustensile, un bol, n'importe. On le remplit moitié ou 3/4 d'eau, et le reste, on met du détergent, un produit détergent, n'importe ce que vous voulez, un produit détergent. Et ensuite, on le laisse tourner à une température, à un niveau assez élevé, pour qu'il va arriver à ébullition, et il va envoyer des projections de partout, et ça va rendre cachère les parois. Pourquoi on se suffit de ça? Parce qu'en vérité, il faut savoir que ceux qui connaissent un peu dans l'électronique, et les appareils électroménagers, etc., savoir que le micro-ondes, c'est pas un bichoul, sauf les fours à micro-ondes qui sont équipés aussi d'options de cuisson, véritable cuisson, mais je parle d'un micro-ondes ordinaire, vraiment basique, normal. Un micro-ondes en tant que tel n'est pas un procédé de cuisson. Ce sont des ondes qui sont martelées à une vitesse vertigineuse, qui sont martelées sur l'aliment, et c'est une force physique comme ça, que chaque fois, par exemple, vous prenez un marteau, vous tapez plusieurs fois comme ça, successives comme ça, sur un endroit, mettez tout de suite après votre main, vous allez voir c'est chaud. Parce qu'à force de taper, ça chauffe. C'est comme ça que ça marche le micro-ondes. Alors c'est pas un vrai bichoul, donc on n'a pas réellement les usages de cachérisation de quelque chose qui sert à faire du bichoul ou d'atzlia ou de la grilla, c'est pas vraiment le cas dans un micro-ondes. Donc on se suffit de ce procédé-là, avec le bol, le verre, qui est rempli à moitié ou 3/4 d'eau et le reste avec un détergent, et qui arrive à ébullition, qui envoie des projections partout dans toutes les parois. C'est cachère les ça. On a fait réchauffer des choses tarifs. Oui, pareil, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Très bien. Et une dernière chose, le lave-vaisselle. Une dernière chose, le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle est aussi cachérisable à Pessah. Toujours pareil, et nettoyage minutieux, avec produits, etc. On le vide, on lave partout les parois. Ensuite, on le laisse 24 heures, on ne l'utilise pas. Et ensuite, on le laisse tourner à vide à un programme complet, tourner à vide, et ensuite il est caché à la Pessah. Qu'est-ce qui va se passer? La multitude d'eau bouillante qui arrive dedans avec les produits, il y a beaucoup de produits dans le lave-vaisselle, ils vont rendre pagoum, ils vont être pogmim, ils vont détériorer tous les éventuels goûts absorbés dans les parois, etc. C'est caché à la Pessah. Voilà, Baruch Adonai Le'olam, Amen. On va faire la vaisselle.